comprendre le contexte des finances publiques, évidemment, on va pas se conter des histoires, là. On le sait bien qu'on aurait fait la même formation il y a à peu près 1 an, il y a 9 mois, on aurait dit « Hey, les finances publiques vont vraiment bien, l'argent est au rendez-vous, tout est sous contrôle, la CAQ nageait dans les surplus. » Bref, c'est vraiment un contexte économique fortement favorable, avec des résultats de croissance économique qui dépassaient, ma foi, les attentes chaque année. Là, on était même 3 années là, pas tant record, il ne faut pas exagérer, là, mais disons que les indicateurs économiques du Québec étaient au beau fixe. Et là arrive la pandémie, arrive le confinement, parce que ce n'est pas vraiment la pandémie qui a causé le ralentissement économique que le confinement qui en a découlé, là, la fermeture plus ou moins de la moitié de l'économie au Québec et ailleurs dans le monde. Et là, donc, on revient dans un contexte de négo où est-ce qu'on se dit, bien, on a commencé à penser notre négo dans un contexte économique et budgétaire favorable, et là, on s'enligne pour la conclure dans un contexte plus défavorable, ou un moins favorable, peu importe comment on le tourne. Et donc, il nous semble important de faire un élément de formation sur ce contexte-là pour être capable d'être bien outillé quand il s'agit de faire de la mob, quand il s'agit de convaincre votre monde que nos revendications sont justes, sont crédibles, sont raisonnables. Bien, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée de vous parler un peu par rapport à ça. Parce qu'au final, on négocie avec l'État employeur. La question de la capacité de payer de l'État est toujours la question centrale à chaque négo. Cette année, c'est comme ça, mais il y a 5 ans, c'était pareil, 5 ans avant, c'était pareil, 5 ans avant, c'était pareil. À chaque négo du secteur public, il y a tout le temps, disons, un élément central à retenir, c'est la conjoncture budgétaire. Est-ce que le gouvernement peut ou pas payer pour les demandes? Dans un premier temps, on va commencer par, disons, le bout un peu plus... le bout plate, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en quoi la conjoncture nous est défavorable, au plan économique, au plan budgétaire. Le but de ça, ce ne sera pas et au plan politique aussi, le but de ça, ce ne sera pas de se démobiliser, mais d'effectivement être capable de bien cerner les éléments qui sont plutôt défavorables en termes d'analyse de conjoncture, pour la seule et bonne raison que ce sont des éléments que les gens savent et connaissent. Donc, faire comme s'ils n'existaient pas, ça pourrait faire en sorte que nos argumentaires soient un peu moins convaincants. Donc, il faut intégrer ces éléments défavorables-là, puis je le dis, puis ça, je vais le répéter, pas tant pour vous inciter à ne pas vous mobiliser, mais pour être capable de bien comprendre le contexte qui est le nôtre. Et à la fin, la deuxième partie, là, on va vraiment parler des finances publiques pour dire bien, comment et pourquoi, malgré le contexte défavorable, il est possible d'avancer nos revendications en étant, disons, en sachant qu'elles sont raisonnables malgré tout, malgré le caractère, disons, moins joyeux des finances publiques ces temps-ci. Premier élément défavorable d'éléments de conjoncture, évidemment, c'est la contraction économique qui découle du confinement du mois de mars. C'est une drôle de crise économique qu'on traverse parce que ce n'est pas une crise économique à proprement parler. C'est d'abord une crise économique créée de toutes pièces, au sens où c'est les conditions sanitaires qui ont imposé la fermeture de l'économie. Ce n'est pas une récession classique, ce n'est pas l'économie de marché qui entre en crise, c'est le politique qui a décidé de faire entrer en crise l'économie, ce qui est quand même pas à son habitude, pour dire ça comme ça. On passe d'une situation, je le dis un peu tantôt pour le déficit, mais c'est la même chose pour pour l'économie. On passe d'une situation où l'économie du Québec allait excessivement bien. 2017, 2018, 2019, on surpassait le potentiel de production qu'on appelle. C'est un indicateur qu'on utilise pour essayer de qualifier quel est le potentiel de production, de création de richesse d'une économie. Donc, on a un potentiel de production pour le Québec, pour le Canada, l'Ontario, les États-Unis, etc. Et les résultats économiques réels, donc la croissance économique, surpassaient en pratique le potentiel de production théorique. Donc, ça vous montrait que l'économie québécoise fonctionnait au-delà de ses capacités normales. Ce qui faisait en sorte qu'on avait un taux de chômage très bas, le plus bas taux de chômage de l'histoire du Québec. Les données ont commencé à être colligées sur le chômage en 1976.
Là, on avait un taux de chômage autour de 5 avant Noël l'année passée. C'était la statistique la plus basse jamais enregistrée. La rémunération avançait bien, des augmentations de rémunération de 3 à 4 dans les différents secteurs d'activité. On parlait presque de plein emploi, un taux d'activité sur le marché du travail plus élevé que nos voisins ontariens, ce qui n'est pas du tout la normale là, quand on fait des comparatifs interprovinciaux. Bref, ça allait très bien. Arrive, regardez les petites colonnes bleues, c'est le PIB du Québec, donc le produit intérieur brut, l'indicateur qui mesure notre activité économique, qu'on a converti sur une base 100. Donc, on dit que le PIB de décembre 2019 égale 100, et après ça, on peut aller de mois en mois simplement pour suivre les variations. Et là, on voit, bon, évidemment, janvier, février, ça ne bouge pas beaucoup. Là, les variations mensuelles du PIB ne sont pas si importantes que ça, normalement. Boum, le mois de mars, le mois d'avril, le PIB québécois perd 23 points de pourcentage en l'espace de 2 mois. Ça, c'est à peu près du jamais vu. Lors de la grande crise économique de 2008, qui était jusqu'à présent la principale crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, même la principale crise économique depuis la grande récession des années 30, la Grande Dépression, même à ce moment-là, même en 2008, on n'a pas connu un ralentissement aussi abrupt de l'économie, ni au Québec, ni dans les autres juridictions, ni au Canada, ni aux États-Unis, etc. Donc, vraiment, un resserrement drastique de l'économie et, il faut bien le voir, historiquement, les moments de principaux gains du mouvement syndical au Québec, mais ailleurs aussi, dans les 50 ou 60 dernières années, ont souvent été davantage associés à des périodes de croissance économique qu'à des périodes de récession. Donc, premier élément défavorable, la conjoncture qui change fait en sorte que structurellement, nos perspectives doivent changer aussi. Et on le voit à ce jour, on n'a pas encore rattrapé le niveau de production d'avant la crise. Hein. On est encore on n'est même pas encore vraiment dans une relance économique, on est encore dans une période strictement, au plan technique, là, de rattrapage. La première conséquence de ce resserrement économique, évidemment, c'est la petite ligne orange que vous voyez, le taux de chômage. Hein, je vous le disais, on passe d'un taux de chômage excessivement bas à 5 on parlait de plein emploi au Québec à peu près, à un taux de chômage à 17 en avril dernier. Et encore en ce moment, on a un taux de chômage à peu près 2 points de pourcentage au-delà des niveaux enregistrés avant la crise. Donc vraiment, un premier élément donc, qui change le contexte, qui fait que la conjoncture socio-économique, sociopolitique est moins favorable à la mobilisation ou à nos revendications qu'en janvier passé. Premier élément économique. Deuxième élément, c'est un peu la continuité du premier, c'est la variation de l'emploi. Et là, on a mis 3 lignes là pour faire voir des contrastes qui existent et des contrastes qui viennent jouer dans notre capacité à parler et à être reçus, disons, avec écoute et sympathie quand on parle de nos revendications. Observez la ligne bleue que vous avez au graphique. Ça, c'est encore là, on l'a mis sur une base 100 pour simplement suivre les variations mensuelles. De janvier-décembre à avril 2020, ça, c'est l'ensemble des emplois au Québec. Il s'est perdu 775 000 emplois en l'espace de 2 mois. Le Québec compte à peu près 4,5 millions de salariés, donc 775 000 emplois sur 4,5. Vous comprenez que c'est une part considérable. C'est à peu près une personne sur 5 qui a perdu son emploi au plus fort du confinement, qui a donc dû faire appel aux aides de dernier secours, à la PCU, à son épargne personnelle, à ses réseaux d'entraide, familiaux, d'amitié, etc. Donc, des personnes qui ont eu vraiment un resserrement souvent assez drastique de leurs conditions socio-économiques. À ce jour, le déficit d'emploi est encore à peu près à 300 000. Donc, on n'a pas tantôt, je disais, on est encore dans une période de rattrapage. Ça se voit en termes de production, en termes de richesse, ça se répercute en termes d'emploi. Et pourquoi on veut attirer votre attention là-dessus? C'est pour comparer la petite ligne bleue avec les petites lignes orange et grises, qui sont en fait nos secteurs industriels les plus représentatifs. Hein, vous savez, Statistique Canada, c'est des gens très gentils, mais ils ne sont pas gentils au point d'avoir créé une catégorie statistique
secteur industriel de la catégorie 4 du réseau de la santé et des services sociaux du Québec. Malheureusement pour nous, ils ne sont pas gentils à ce point-là. Donc, il faut prendre leur catégorie de secteur industriel et un peu voir lesquelles de ces catégories-là recoupent davantage notre secteur d'activité. Et donc, ces deux catégories-là, les plus représentatives, c'est ce qu'on appelle la catégorie les hôpitaux et établissement des soins infirmiers. Laissez-vous pas tromper par le terme, soins infirmiers. Il y a beaucoup de questions de centres de réadaptation, centres de jeunesse, ce genre de choses. Donc, ça concerne aussi nos catégories d'emploi. Tout ça pour dire, si la ligne bleue montre une diminution de 775 emplois pendant la période de confinement, les deux autres lignes cumulées montrent plutôt une augmentation d'à peu près 4 000 emplois pendant la même période. Et à ce jour, une augmentation de 13 000 emplois, avec les données les plus récentes, 13 000 emplois par rapport au niveau d'avant la pandémie. Donc, pourquoi on dit tout ça? Bien, imaginez-vous quand on porte nos revendications dans l'espace public, quand, j'allais dire dans vos soupers de Noël, mais en tout cas, ce qu'on aura de soupers de Noël, quand vous parlez avec vos amis, les membres de votre famille, qui, eux, ont peut-être perdu leur emploi ou ont des gens dans leur entourage qui l'ont perdu dans le monde de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce de détail, évidemment, la stabilité d'emploi du secteur public et donc du réseau de la santé et des services sociaux fait en sorte qu'il y a peut-être un peu moins d'écoute et de sympathie naturelle, disons. Bref, quand on parle des gens qui ont perdu leur job, c'est plus compliqué d'aller chercher leur sympathie quand on revendique des augmentations de salaire. Je le dis, je le répète, soyons clairs, le but ici, c'est pas de se démotiver puis de se démobiliser, c'est simplement de reconnaître une évidence. Là. Dans un contexte de chômage important, il est plus dur d'aller chercher la sympathie du public face à nos revendications. Ça, je pense que c'est une vérité de la palisse, là, mais ça fait du bien des fois de se le rappeler simplement pour qu'on voit la conjoncture en face. Donc, premier élément défavorable, l'économie. Deuxième élément, le marché du travail. Troisième élément, plus au cœur de la présentation d'aujourd'hui, les finances publiques en elles-mêmes. Hein, on le disait tantôt, on passe d'un surplus de 8 milliards à un déficit de 15 milliards de dollars, ce qui a une conséquence directe sur le principal indicateur pour, disons, suivre ou étudier la viabilité des finances publiques, c'est ce que vous voyez à l'écran, le ratio dette-PIB. C'est la part de la dette publique sur le produit intérieur brut. Hein, on a un produit intérieur brut qui dépasse les 400 milliards, on a une dette qui est au-delà des 200 milliards. Quelle est la part de la dette par rapport au PIB? Pourquoi c'est un indicateur important? C'est parce que c'est reconnu. Là, c'est l'indicateur, principal indicateur utilisé au niveau international pour les comparaisons. C'est parce qu'on utilise le PIB comme un indicateur de capacité de payer, finalement. Une dette qui augmente dans le PIB, c'est-à-dire on considère que c'est une dette qui représente, entre guillemets, un fardeau de plus en plus lourd et qui sera de plus en plus difficile à assumer. Une dette qui diminue par rapport au PIB, on considère que c'est l'inverse. Et évidemment, il y a des variations dans ça. Dans une période de récession, c'est normal que le ratio dette PIB augmente. Et dans des périodes de croissance économique, on veut plutôt tendre à faire baisser ce ratio-là. Vous voyez, c'est à peu près ça qui se passe. En 2007-2008 jusqu'à 2013-14 à peu près, augmentation du ratio dette PIB. Pourquoi? C'est dans la foulée de la crise économique de 2008. On stabilise les finances publiques et là, on recommence à avoir une diminution du ratio dette PIB qui était très importante, en fait, et qui allait même, en fait, faire en sorte qu'on dépassait les objectifs de gestion à ce niveau-là. Boum, 2020-2021, le ratio dette PIB passe en l'espace de quelques mois de 43 % à un peu plus de 50 %, mais ce qui est quand même un niveau encore plus bas qu'au pic de la crise post-2008. Donc, il n'y a pas vraiment de panique à ce niveau-là. Le principal élément ici, c'est que ce revirement de situation déclenche des mécanismes automatiques qui, eux, vont peut-être faire en sorte qu'il y aura un retour à une période de compression et d'austérité dans les prochaines années. C'est la loi sur l'équilibre budgétaire. Hein. Dès qu'il y a un déficit par la loi, une loi votée en 1997, si ma mémoire est bonne, sous le gouvernement de Lucien Bouchard, cette loi-là prévoit que dès qu'il y a un déficit public, le gouvernement doit présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire en dedans de 5 ans. Donc, ce n'est pas un plan
dépendant, disons, de la lecture de la conjoncture, de l'état des finances. C'est quelque chose d'automatique et de carré, ce qui force souvent les gouvernements à mettre en place des politiques de compression pour se conformer à la loi. La deuxième mécanique qui s'enclenche avec le retournement de situation des derniers mois, c'est la loi sur la réduction de la dette qui, elle, fixe des objectifs cibles de réduction de la dette qu'on était en train d'atteindre là, avant la récession, mais évidemment, là, avec le changement de cap, ça va être plutôt dur à atteindre ces cibles-là. On voudrait que le ratio dette PIB soit à 45 en 2025-2026. Ça va être plutôt difficile. Et donc, ça sert de cadre. Et là, on l'entend quand on parle au ministre, quand on entend le ministre des Finances parler dans l'espace public, M. Girard, il nous annonce déjà un retour à l'austérité budgétaire pour respecter le cadre légal. On pourra venir dire tantôt, peut-être qu'il serait intéressant de revoir ce cadre-là, mais ça, c'est une question qu'on pourra regarder pour un peu plus tard. Donc, deuxième élément défavorable, oui, il y a resserrement des finances publiques. Là, c'est pas, on peut débattre de l'interprétation, on peut débattre de l'ampleur de tout ça, mais il y a quand même un fait objectif. Les finances publiques vont moins bien aujourd'hui qu'il y a 9 mois. Quatrième élément défavorable, après l'économie, le marché du travail, les finances, un dernier, plus strictement politique, celui-là, c'est les projections électorales. Présentement, la CAQ ne fait pas les frais de la crise. Au contraire, même, sa popularité tend à avoir été boostée par les événements. Un Québécois sur deux veut voter pour la CAQ, c'est 50 74 des Québécois ont un taux de satisfaction très élevé, sont satisfaits, en fait, de la gestion de la crise par le gouvernement. Et là, on le voit en projection de sièges à l'Assemblée nationale, ça donnerait à peu près 93 députés à la CAQ s'il y avait des élections aujourd'hui sur 125. Là, c'est une majorité parlementaire que même, à ma mémoire, même Maurice Duplessis n'a pas pu compter sur ce genre de majorité-là. Et c'est encore plus vrai, hein, malheureusement, cette sympathie envers le gouvernement en place est encore plus vrai dans un secteur de l'électorat québécois, qui est le secteur majoritaire, l'électorat francophone. 64 des francophones du Québec disent vouloir voter pour la CAQ actuellement. 90 se disent satisfaits par la gestion gouvernementale de la crise. Donc, on a un gouvernement qui est solide dans ses bottes là, au plan de ses alliances électorales, de son bloc électoral. Et élément, disons, aussi à tenir en compte, bien, le membership à PTS, on n'a pas de données linguistiques précises là, sur notre membership, là, mais on sait qu'on est quand même très fortement francophone. Donc, s'il y a 2 francophones sur 3 qui disent vouloir voter pour la CAQ et 9 sur 10 qui disent qu'ils sont satisfaits par le travail de la CAQ au gouvernement en termes de gestion de la crise, on peut présumer qu'une partie non négligeable de notre propre membership est en fait plutôt, pas nécessairement caquiste, là, mais actuellement plutôt satisfait ou satisfaite du travail du gouvernement. Donc, ces 4 éléments-là, mis un à la suite de l'autre, l'économie s'est resserrée, le marché du travail aussi, et nous, on a été un peu, dans guillemets, épargnés par cela, les finances publiques, le contexte politique. Est-ce que ça va si bien que ça? Bien, vous voyez, on a choisi une image, on pourrait dire, ben non, ça va pas si bien que ça. Mais là, il ne faut pas non plus juste mettre l'accent sur ce qui ne va pas bien, sur la conjoncture défavorable. Il faut aussi comprendre que la pandémie, oui, c'est un resserrement économique, c'est un resserrement des finances publiques, mais c'est aussi un révélateur des besoins de réinvestissement dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est aussi un révélateur du caractère essentiel, hein, puis il y a une reconnaissance du caractère essentiel du travail réalisé par les gens qui œuvrent dans le réseau. Et il y a quand même un sens assez notable, à la fois dans les enquêtes d'opinion, puis dans les différentes interventions publiques de tout ce que le Québec compte de chroniqueurs et de commentateurs. Il y a un mouvement de sympathie assez présent de la population envers les gens qui ont tenu le réseau à bout de bras au moment de la pandémie, puis encore à ce jour. Donc, oui, il y a des éléments défavorables, mais il ne faut pas penser que ces éléments-là nous bloquent et nous freinent absolument. Il faut simplement les avoir en tête pour être capable de se mobiliser de manière plus efficace dans la négo actuelle, mais même plus largement dans les différentes revendications syndicales qu'on peut porter. Justement, atterrissons un peu sur
l'élément central. Nous, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est être capable de convaincre les gens que nos revendications, non seulement elles sont justes parce qu'on les mérite, parce que ça, c'est tout un argumentaire pourquoi nos revendications sont justifiées, mais pourquoi elles entrent dans le cadre financier du gouvernement. Pourquoi comment le gouvernement a les moyens de payer ces revendications-là. C'est le cœur un peu du problème auquel on fait face. Pour avancer des éléments de réponse ici, retournons à notre ami le ratio dette-PIB. Tantôt, on a montré les données pour les années passées. Là, on regarde des projections d'avenir. Oui, on le voit, le ratio dette-PIB augmente en 2019, 2020 jusqu'en 2020-2021. On l'a vu tantôt. Mais après, on s'est amusé, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans les 10 prochaines années? Est-ce qu'on part dans une spirale d'endettement ou tout ça reste relativement sous contrôle? Question de départ. Et là, on a fait des scénarios de croissance économique. Un scénario avec une faible croissance économique, un scénario avec une croissance économique moyenne et un scénario à forte croissance économique. Et chaque fois, ce qu'on constate, c'est que le ratio dette-PIB va recommencer assez rapidement, en fait, à diminuer et va même diminuer assez rapidement pour qu'on atteigne nos cibles prévues par la loi que je vous parlais tantôt, la loi sur la réduction de la dette. Peut-être pas dans l'horizon prévu par la loi de 2025-26, mais avec 1 an ou 2 de retard. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça nous montre que malgré la crise actuelle et malgré son ampleur, l'amplitude quand même sans précédent de la crise actuelle, en termes d'indicateurs, ça a l'air un peu plate dit comme ça, mais d'indicateurs de gestion macro-budgétaire, il n'y a pas d'enjeu d'endettement actuellement au niveau du gouvernement. Il y a tellement pas d'enjeu que même la semaine passée, le directeur parlementaire du budget, qui est un organisme indépendant basé à Ottawa, qui en fait travaille à faire de l'analyse budgétaire pour sonder la viabilité financière du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et des administrations municipales, le directeur parlementaire du budget disait que, les finances publiques du Québec sont dans une situation de viabilité, et ça, le Québec est une des seules provinces au Canada qui est dans cette situation-là. Et non seulement les finances du Québec sont viables, mais le directeur parlementaire du budget considère qu'on pourrait augmenter les dépenses du gouvernement, là, on pourrait les augmenter d'un équivalent de 1,2 % du PIB sans toucher à cette viabilité-là. Et ça, il utilise le ratio dette-PIB justement pour voir. Il dit, si on augmente les dépenses de 1,2 % du PIB, est-ce que le ratio dette-PIB continue d'être sous contrôle? La réponse est oui. 1,2 % du PIB, c'est à peu près 5,5 milliards à toute fin pratique. Donc, selon les analyses, et ça, le directeur parlementaire fait juste prendre le cadre tel qu'il est. Lui, il ne s'amuse pas à jouer dedans, à couper des dépenses, à augmenter des revenus. Là. Il dit juste, dans le cadre tel qu'il est, s'il y a pour 5,5 milliards de dépenses supplémentaires, tout continue de tenir la route. Donc, premier élément, il y a encore de la place dans le budget de l'État pour des dépenses supplémentaires, sans mettre à mal la viabilité des finances publiques. Deuxième élément, la vraie question, en fait, c'est combien, parce que tout ça, c'est un débat sur la situation d'endettement de l'État québécois. La vraie question, c'est combien nous coûte notre dette. Parce qu'un gouvernement ait des dettes, ce n'est pas un problème. Hein? Souvent, on fait la fausse analogie, on dit que comme individu, je veux me libérer de mes dettes, c'est important que les gouvernements se libèrent de leurs dettes. Les gouvernements, ce n'est pas des individus. Ils n'ont pas les mêmes obligations, ils ont beaucoup plus de latitude qu'en étant de gérer leurs dettes. Même, on parle de dette souveraine. Moi, personnellement, je ne peux pas annuler mes dettes. Un gouvernement peut annuler ses propres dettes, ce qui est quand même un pouvoir que j'aimerais bien avoir pour mon hypothèque. Mais bon, ça, c'est une autre question. La question, c'est combien elle coûte, la dette? C'est pas tant qu'on en ait une. On pourrait avoir une dette de 8 trilliards de dollars si elle ne nous coûtait rien, hein, au sens, si on ne payait pas d'intérêt sur cette dette-là, oui, on aurait une dette, puis ça n'aurait pas de conséquences. Donc, l'important, c'est combien elle nous coûte concrètement. C'est quoi la part de notre budget, du budget de l'État, que notre dette vient prendre. Et ça, vous voyez ici, là, dans le tableau, c'est justement ça, là, la variation du service de la dette et sa part dans les revenus consolidés. C'est surtout la petite ligne orange là, qui est intéressante ici. C'est quoi la part de la dette, de son coût dans l'ensemble des revenus fiscaux du gouvernement. En 2000, pour chaque dollar de revenu, 14 sous allaient en dépenses d'intérêt pour payer la dette.
Donc, c'est 14 %, c'est assez important. En 2019-20, avant la crise, on était rendu autour de 6 %. Avec la crise actuelle, la part de notre dette dans le budget va atteindre 7 %, donc une petite remontée, mais on le voit encore là, une projection sur 10 ans, ça recommence à diminuer assez rapidement. On pense à atteindre là, en 2030 un poids du service de la dette dans le budget d'environ 5,5 %, ce qui est quand même assez minime. Et pourquoi ça descend? Malgré le fait que la dette augmente, hein, c'est un peu contre-intuitif, pour deux raisons. D'abord, parce que les revenus fiscaux du gouvernement, qui, eux, sont attachés à la croissance économique, vont augmenter plus vite que notre endettement. C'est la même raison pourquoi que le ratio dette-PIB diminue, finalement. Et deuxièmement, sur l'enjeu du service de la dette, on est actuellement dans une période où, ça a l'air un peu étrange dit comme ça, mais l'argent coûte à peu près rien. Les taux d'intérêt sont tellement bas sur le marché financier que le gouvernement finance sa dette à peu près là, actuellement, les derniers emprunts, là, les lancés, ils fournissent des taux d'intérêt à 1 1,5 %. On en a même eu à 0,7 % la semaine passée. C'est des taux d'intérêt tellement bas qui sont à peu près comparables à l'inflation. Donc, on est à peu près à des taux d'intérêt nuls en termes de coût réel. Ce qui veut donc, et ça, c'est la politique officielle de la Banque centrale du Canada. C'est la politique monétaire officielle du gouvernement du Canada, ce qui va faire en sorte que les taux d'intérêt actuels, qui sont à leur niveau plancher, le taux directeur de la Banque du Canada ne peut pas être plus bas qu'il est présentement. La Banque du Canada a annoncé qu'il va le maintenir à son niveau plancher au moins jusqu'en 2023. Et il n'y a aucun pronostic d'augmentation substantielle du taux directeur et des taux d'intérêt pour les 10 prochaines années. Bref, on est dans une période où, oui, on contracte des dettes, mais on contracte des dettes à des taux d'intérêt tellement bas que ça a une incidence budgétaire très minime et que ce contexte-là sera, parce que si les projections sont vraies, là, ça reste à confirmer évidemment, sera le contexte là, qui va rester encore pour de longues années. Donc, on dit, même s'il y avait un moment, entre guillemets, d'un point de vue budgétaire, un bon moment pour que la crise actuelle survienne, qu'on finance la consolidation du réseau, la relance économique et même, pourquoi pas, soyons un peu audacieux, la transition énergétique, écologique, à même de l'endettement, en ce moment est un bon moment versus, par exemple, les années 80 où les taux d'intérêt étaient à 12, 14, 18 %. Là, c'est une situation absolument différente. Donc, oui, les finances publiques se sont resserrées, mais un, elles sont viables, et deux, le coût réel de la crise, c'est-à-dire l'intérêt qu'on va avoir à payer sur les dettes qu'on contracte à cause des déficits, ont un impact budgétaire assez minime finalement. Donc, on passe à travers la crise plutôt bien. Et ça, c'est juste dans le cadre actuel. Là, on se pose la question, mais un cadre budgétaire, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Là. C'est pas une création du Saint-Ciel, là, cette affaire-là. C'est une création politique. Donc, on peut jouer avec le cadre budgétaire de l'État. Actuellement, on considère qu'il est viable, mais on pourrait l'améliorer, le cadre budgétaire de l'État. Donc, on vous met là certaines idées de marge potentielle, marge de manœuvre budgétaire potentielle en termes de milliards de dollars. Une première idée, c'est le Fonds des générations. On verse 2,5 milliards de dollars par année dans le Fonds des générations. Le fonds qui est en fait c'est un portefeuille d'investissement là, à vocation spéculative. Sa seule fonction, c'est essentiellement qu'on mette de l'argent dans le fonds, que la caisse de dépôt qui gère le fonds fait ce que la caisse fait, c'est-à-dire elle investit sur les différents marchés financiers pour aller chercher des rendements. Et on espère générer assez de rendements pour ensuite faire diminuer notre dette avec ces rendements-là. C'est pour ça qu'on appelle ça le fonds des générations. Mais finalement, c'est juste un portefeuille d'investissement. Quand on enlève un peu le... Bon. On l'a vu tantôt, c'est fascinant quand même. Là, présentement, hein, c'est plein de revenus dédiés, là, taxes sur le tabac, taxes sur les boissons alcooliques, taxes sur c'est pas une taxe, mais des redevances hydrauliques, plein de petits revenus que le gouvernement a décidé de sortir de son fonds consolidé pour envoyer directement au Fonds des générations à coût de 2,5 milliards par année, à un moment où sa dette est viable et sa situation d'endettement s'améliore. Pourquoi continuer de prioriser la réduction de la dette
en se privant de 2,5 milliards de revenus, en l'allouant à un fonds spéculatif, à place de le mettre à du financement des services. C'est une question qu'on peut légitimement se poser sans mettre à mal la viabilité financière de l'État. Est-ce que c'est une bonne priorité? La question se pose. Deuxième élément, les paradis fiscaux. Il n'y a pas d'évaluation précise de combien on perd d'un paradis fiscaux, évidemment, parce qu'ils ne transmettent pas leur information. Mais bon, certaines évaluations nous disent que simplement en impôt des particuliers au Québec, donc même pas les entreprises, là, juste l'impôt des particuliers, il se perdrait à peu près 2 milliards de dollars par année, mais ça, il est possible d'aller chercher cet argent-là. Regardez, des dernières années, le gouvernement a engagé un peu plus d'enquêteurs à Revenu Québec là-dessus, qui œuvrent là-dessus, et ils sont allés chercher pour 300 millions de revenus supplémentaires qui s'échappaient avant. Donc, il est possible de mettre en place, avec un peu de volonté, une politique d'embauche conséquente, mettre en place des mécaniques pour lutter efficacement contre les paradis fiscaux et aller chercher des sommes importantes. Le troisième élément, les médecins, c'est quoi ça? On se rappellera, pendant la campagne électorale, la CAQ promettait une baisse d'impôts, pas une baisse d'impôts, mais une baisse de rémunération des médecins équivalente à 1 milliard de dollars, chose qui n'a pas été faite. On était d'abord, là, évidemment, dans l'ordre de la promesse électorale que du programme gouvernemental effectif. Les médecins, et ça, c'est pas pour casser du sucre sur leur dos, il faut bien comprendre, hein, l'augmentation salariale négociée par Gaétan Barrette en 2007, notamment Gaétan Barrette n'était pas seul, a fait vraiment exploser la rémunération médicale qui a augmenté d'environ 10 % par année pendant la dernière décennie. 10 % par année, ce n'est pas une mauvaise augmentation quand même. Et là, ce qu'on s'est simplement amusé, on s'est dit, admettons aussi à partir de ce moment-là, de 2007 à aujourd'hui, si les augmentations de la rémunération médicale n'avaient pas été si importantes, mais avaient été, disons, plafonnées à l'augmentation des investissements en santé et en services sociaux, il y aurait quand même eu des augmentations de salaire de 4-5 % par année pour les médecins, ce qui est encore là très, très... c'est pas un si mauvais deal que ça. Mais ça aurait atténué quand même un peu l'effet d'augmentation. On sauverait actuellement, où il y aurait, disons, 1,3 milliard de dollars déjà dépensés dans le réseau de la santé en rémunération des médecins qui pourraient être dépensés à d'autres fins. Quatrième élément, les alternatives fiscales, c'est quoi ça? La coalition Main Rouge, là, à laquelle la PTS participe, diffuse chaque année ce qu'elle appelle ses 10 milliards de solutions. C'est un paquet de politiques fiscales alternatives qu'on pourrait mettre de l'avant pour diminuer tel crédit d'impôt, telle déduction, surtout les mécaniques fiscales qui favorisent les plus fortunés, les entreprises, pour être capable d'aller chercher des fonds supplémentaires dans une visée de financement des services publics. Et quand on fait un total de tout ça, on dit oui, la situation financière est bonne à Québec, mais on pourrait même l'améliorer de 16 milliards de dollars. On ne dit pas que là, la PTS vous dit « let's go », on pèse sur play, puis on applique tout ça d'un seul coup. Là. Il y aurait un peu de grogne peut-être au Québec si un gouvernement allait de l'avant à ce niveau-là, mais on voit qu'il y a des choix qui pourraient être faits d'augmentation des revenus du gouvernement, choix évidemment que le ministre des Finances a décidé de mettre de côté. La question maintenant, donc, c'est nos revendications, ils coûtent combien? Dans ce cadre-là, le fameux 5,5 milliards de viabilité du directeur parlementaire du budget, le 16 milliards d'alternatives ou de choix possibles qu'on pourrait faire pour aller chercher de la marge de manœuvre, on s'est juste dit, nos demandes salariales, qui est l'élément le plus onéreux là, pour les finances publiques de la présente négociation, combien ça... Si le gouvernement disait oui à nos demandes actuelles, là, le fameux 12 quelques %, ce serait quoi la conséquence budgétaire? J'attire votre attention sur les petites colonnes jaunes, en fait. La première, celle qui nous intéresse davantage, pour la catégorie 4, dans le réseau de la santé et des services sociaux, accepter nos demandes salariales en état, dans l'état actuel, reviendrait à augmenter de manière récurrente à la fin de la convention collective, une fois que toutes les augmentations auraient été appliquées, augmenter de manière récurrente les dépenses de l'État d'environ 450 millions de dollars. Et là, puisque le gouvernement, s'il donnait aux membres de la PTS ce genre d'augmentation-là, on pourrait penser qu'il donnerait aussi aux autres professionnels, aux autres personnels du réseau, le reste du personnel.
Pour l'ensemble du réseau, on parlerait d'une facture de 1,8 milliard. Et là, si on est généreux et qu'on étend ça à l'ensemble des services publics, donc l'éducation, la fonction publique, etc., là, il faudrait rajouter environ 1,5 milliard de dollars supplémentaires. Donc, quand même, une facture c'est important, là, c'est une bonne dépense, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, on s'amuse et on revient au graphique de tantôt pour constater que, si on regarde juste l'impact budgétaire d'augmentation de salaire importante pour tout le réseau de la santé, et on les compare aux différentes propositions, aux différentes alternatives qu'on a présentées un peu plus tôt, mais on se rend compte que, par exemple, nos demandes salariales, les satisfaire, coûtent moins cher qu'arrêter les versements au Fonds des générations, versements qui, aujourd'hui, on se demande un peu à quoi ils servent puisque la dette se porte bien. Nos demandes salariales coûtent moins cher que les revenus qu'on pourrait tirer d'une lutte efficace aux paradis fiscaux. Paradis fiscaux qui, soit dit en passant, la très vaste majorité des fonds repérés dans les paradis fiscaux appartiennent à des gens qui font partie, non pas du 1% des plus riches, là, mais à peu près du 0,001% des plus riches. Donc, là, je ne connais pas votre situation financière personnelle à tout le monde, là, mais on peut penser que c'est très, très peu des gens entre vous et moi qui sont ici aujourd'hui. Les médecins, c'est un peu la même chose. Hein? Encore là, 1,8 milliard de demandes salariales de notre part. Une rémunération plus juste des médecins pourrait occasionner des économies de 1,3 milliard à Québec. Donc, ce n'est pas suffisant pour financer totalement toutes nos demandes, mais on voit qu'il y a un bon bout de chemin de fait. Et bon, le rendu là, évidemment, les 10 milliards de solutions de la coalition Main Rouge, une sélection dans ça pourrait être suffisant pour satisfaire nos demandes. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que oui, la pandémie a changé la conjoncture, a mis en place une dynamique conjoncturelle spontanément moins favorable aux revendications syndicales, mais malgré tout ça, les finances de l'État restent viables. Les finances de l'État, c'est une construction politique qui doit dépendre des priorités du gouvernement. Présentement, le gouvernement a comme priorité la satisfaction, on dit que c'est rassurer les marchés. Là. Essentiellement, c'est la satisfaction que la crise, la pandémie, ne va pas lancer le Québec dans une pléthore de nouvelles dépenses, de nouveaux impôts et autres et autres. Ça, c'est un choix d'orientation politique. Mais évidemment, on pourrait choisir d'autres choses, c'est-à-dire un gouvernement qui tire les leçons de la pandémie pourrait vouloir construire des réseaux publics plus solides. Et ça passe évidemment par une amélioration des conditions de travail dans l'optique de finalement donner de meilleurs services de qualité à toute la population québécoise.